Bonsoir à tous. Vous connaissez la formule, au nom d'Hervé Lemoine, je vous souhaite la bienvenue aux Rencontres des Gobelins pour aborder un sujet qui nous est devenu cher, qui ne l'était pas il n'y a pas si longtemps que ça. C'est la question du développement des territoires, notamment, pas uniquement, mais notamment par les métiers d'art. Alors parler de ce sujet, c'est évidemment plus facile aujourd'hui que ça ne l'était il y a quelques années, puisque la question des territoires était une vision souvent parisienne, on peut le dire. On voyait les territoires comme quelque chose de lointain, et grâce notamment à la fois aux lois de décentralisation, mais surtout, on peut le dire, grâce au Covid, on s'est rapproché de la question, on s'est reposé la question du développement d'abord, et du développement des territoires reculés ou pas reculés, et des territoires au sens large, aussi bien des territoires urbains, périurbains que campagnards. Alors se poser cette question, c'est aussi, d'un point de vue presque plus philosophique, se reposer la question de qu'est-ce qui fait une nation, qu'est-ce qui fait la France. On l'avait un peu oublié que la France n'était pas que Paris, la France n'était pas que les métropoles, mais qu'un pays était aussi constitué par un développement intelligent, si possible, en tout cas un développement à la fois économique, mais aussi culturel, et l'un n'étant pas séparé de l'autre. Et c'est pour ça que la question des métiers d'art est intéressante, c'est qu'on rejoint en fait la double acception du terme de culture et de développement, c'est-à-dire qu'on est aussi bien dans du productif que dans de gestes culturels, que dans du geste presque, on pourrait qualifier de civilisationnel. Quand on fabrique une œuvre qui a plusieurs siècles d'historicité, on est déjà dans une création civilisationnelle importante. On l'a vu, on l'a connu avec la gastronomie, la renaissance des terroirs dans les années 80-90. Et aujourd'hui, on assiste à un beau redéploiement au-delà de la gastronomie, qui est toutes les unités de production. Alors, soit tournées vers l'industriel, j'allais dire les industries du luxe. On voit que les industries du luxe relocalisent et redéploient des ateliers de production, mais de façon beaucoup plus à échelle plus petite et plus restreinte peut-être, mais avec une importance extrêmement importante, avec des développements extrêmement importants, des activités, métiers d'art et de production, ce qu'on oublie souvent, des productions de matières premières. Donc ici, on aime bien citer la laine, puisqu'on est acteur du collectif Tricolore sur la relocalisation de la laine, mais on peut citer le lin, on peut citer le bois, on peut citer la pierre, on peut citer plein de choses qui font partie de ces initiatives. Alors ce soir, trois invités, assez différents, et c'était fait pour, quoique ce sont deux organismes, des fondations, donc elles ont des actions orientées dans le même chemin, mais sur des voies différentes, et un autre acteur qui est, que je vais présenter tout de suite d'ailleurs, j'en profite, donc Tom Ebrard, qui est, on peut dire, designer, qui a multifacettes, qui va, j'imagine, se présenter lui-même, mais en tout cas, son polyfacette s'oriente dans deux directions, donc la création en tant que designer et artiste, mais aussi dans son attention portée au développement local, peut-être, je ne sais pas, très local, mais justement, c'est par le très local que les révolutions se font. C'est pas uniquement dans le macro, mais aussi dans le micro. Donc, mauvais jeu de mots sur le micro qui est devant moi. Donc, je lui laisse tout de suite la parole pour justement nous parler de son activité, à la fois de création, mais aussi de développement d'un territoire qu'il va présenter. Je te laisse la parole. Merci Marc. Vous m'entendez bien, c'est bon ? Ok, très bien. Enchanté. Alors, je commencerai par dire que je vais vous présenter une histoire relativement subjective et énormément de questionnements. Voilà. Et que l'objectif est d'ouvrir un débat, si c'est possible. Il me semble qu'on a un peu de temps pour ça. Super. Voilà. Donc, je n'aborderai sûrement pas tous les enjeux des métiers d'art qui sont immenses. Alors, donc, je suis Tom Ebrard, je suis designer. Dans ma petite vie, j'ai fait des écoles de création comme l'ENSA AMA, donc Olivier de Serres, et l'école Boulle, plutôt en secteur design de produits, céramique à l'origine. Et pour commencer par
comme c'est subjectif par ma petite histoire, j'ai eu un gros intérêt pour l'anthropologie des techniques dès ces moments-là, en me demandant en quoi j'étais légitime à produire des choses, pourquoi, dans quel contexte technique, et en quoi cela en fait pouvait faire société, faire mode de vie, selon les choix qu'on arbitrait. Cette interrogation était assez cruciale. À l'époque, j'étais impliqué dans des makerspaces, des Fab Labs, dans ces endroits dans lesquels, en réalité, le savoir se diffuse, l'expérimentation est au cœur, et les matières de toutes sortes sont questionnées, travaillées collectivement. Dans ce contexte, j'ai choisi d'imaginer des objets durables, réparables, compréhensibles, en étant inspiré de boussoles théoriques, parce que c'est bien aussi quelque chose qu'on cherche quand on est créateur, c'est la manière de pouvoir procéder, comme les écrits de Bruno Latour ou de Ivan Illich, par exemple, pour celles et ceux qui connaissent un peu, on pourrait y revenir. Sinon. De manière générale, mes activités sont articulées entre art, design, enseignement, ce qui est un équilibre précieux à mon sens, pour se questionner sur les mutations en cours, pour s'impliquer dans des propositions, de manière des fois aussi libérée de ce que peut-être les contraintes, par exemple, du design et des formes utilitaires, pour ma part, et animer des réflexions, transmettre des connaissances et questionnements sur des mutations plutôt rapides. J'ai fait ces parcours et au sortir de ça, après quelques expériences professionnelles de montage, de participation des tiers-lieux avec l'école d'architecture de Versailles, avec Villette Makers dans le parc de la Villette par exemple, je me suis poser des questions en fait quant à l'implication vis-à-vis de l'objet. Je me suis dit qu'il fallait sûrement dépasser celle-ci. Je trouvais des limites dans la vision d'un métier qui était orienté sur la formalisation en tant que designer, dont les contextes même de création me semblaient être à faire évoluer. Des filières et rôles très cloisonnés qui ne me permettaient pas d'évolution d'ensemble. Quand je travaillais sur une poubelle, par exemple, j'arrivais pas du tout à aborder la question des matériaux que je pouvais utiliser pour rendre tangible cet objet, ou alors c'était un processus qui devenait beaucoup trop long et inassumable pour mon client qui était une entreprise d'insertion par le travail, en l'occurrence par exemple, et donc c'était très difficile. Je me suis alors demandé comment en tant que designer je pouvais m'impliquer dans les transitions de manière plus systémique. S'en suivent ces dernières années des résidences artistiques avec les ateliers Médicis, par exemple, qui sont un programme qui m'ont permis, avec Laetitia Troussel, qui est conteuse, d'interroger l'alimentation en milieu rural dans l'Allier. Et là, cette fois-ci, par l'art, en école primaire, avec des enfants, de l'aborder jusque dans le cœur des familles. D'aller avec Samuel Chabré, un collaborateur dont je vais vous reparler, travailler pour les Fab Labs en Corse, interroger la place du fer, en disant... est-ce qu'en 2050, la Femme Nation, la Corse Femme Nation, pourrait mettre au cœur de sa production des choses inspirées des mouvements Fab Lab, donc des mouvements du fer collaboratifs. J'ai fait aussi des études sortant complètement du coup de la dimension de l'objet ou de la plasticité en disant qu'est-ce que ce serait qu'une culture low-tech. Alors à ce moment-là, on a été voir l'ADEME, on a été voir le parc de la Villette, on s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait structurer ou en tout cas accompagner une réflexion pour une organisation vers des formes de sobriété qui en fait touchent autant au public qu'aux espaces et aux techniques, qu'aux modèles d'organisation, etc., etc. J'en passe quelques-uns. J'ai aussi travaillé à l'école Boulle pour proposer un socle de base sur les questionnements des transitions en disant en secteur design d'objets, par exemple, comment est-ce qu'on peut reprendre les cours de technologie et de matériaux, d'outils et langage numérique, etc. et essayer de développer là-dedans une pensée de transition qui est sur des savoir-faire mouvements, donc non plus uniquement sur des connaissances techniques spécifiques, mais bien sur une posture d'exploration, d'apprentissage, d'expérimentation, avec une question sous-jacente qui est professionnellement, comment est-ce qu'on va ensuite la mettre au cœur de démarches qui vont, pour certaines, avoir une dimension productive assez forte. Avec Marc, on s'est notamment re-rencontrés, parce qu'on avait parlé de Fab Lab justement il y a quelques années avant, sur un workshop, le workshop XXL, avec cette idée qu'en plus de faire réfléchir les designers, il fallait mettre de la transversalité dans l'école Boulle. Et donc on a, au sein de ce workshop, fait bosser les métiers d'art et les designers avec le Maïf Social Club et l'ONF sur le travail manuel du bois vert, qui est un travail qui nécessite uniquement l'approche manuelle non électrique majoritairement. Et donc du coup, il a fallu revisiter aussi des échelles de l'effort physique pour la transformation du bois, ce qui était des manières de poser des questions. Ces actions ont enrichi fondamentalement ma conviction que les métiers de la création permettent de penser par l'expérimentation des changements qu'il est
plutôt urgent d'opérer. Il y a 1 an et demi, on a lancé un projet sur une ferme dans le Roannais. C'est le territoire qui est en Auvergne-Rhône-Alpes entre Lyon et Saint-Étienne, sur la ferme de Françoise Blanchard et de François Chabré, une ferme qui fait 13 hectares, qui produit du vin, des produits issus du cochon et qui accueille en fermage des maraîchers. La ferme a un historique qui est intéressant parce qu'en fait, on a un héritage de la Confédération paysanne très fort par François, qui a été très militant, et qui accueille depuis très longtemps des publics de façon, à la façon d'une ferme pédagogique en fait, mais aussi des initiatives pour favoriser des activités paysannes sur le territoire, comme des marchés de producteurs, des coopératives de partage de matériel agricole, etc. Donc tout un modèle plutôt assez global en réalité, qui s'est pensé à travers ce lieu de la production qu'est la ferme. C'est un contexte qui est particulier, le Roannais, parce qu'en fait, il n'est pas si différent non plus de plein d'autres endroits de la France, mais on a près de 50% des agriculteurs qui partent à la retraite dans moins de 5 ans, notamment dans des échelles paysannes. Donc je pense que c'est assez important de le dire, que de la même manière que sur les questions des métiers d'art et de certaines échelles de la production, on a là des formes qui sont réellement en danger dans leur dimension aussi de production quotidienne, pas uniquement exceptionnelle. Il reste 2 scieries artisanales, dont une est tenue par un retraité. Il y a une échelle de production artisanale donc, qui se meurt, et les jeunes qui prennent le départ reviennent peu, parce que bien sûr les filières du supérieur sont favorisées, les métiers du tertiaire qui appellent plutôt à la ville en l'occurrence le sont aussi. Sur cela, les propriétaires ont un discours intéressant. Il s'agit de faire revenir de la matière grise dans les campagnes. Nous envisageons alors que ce lieu puisse, et ça c'est donc du coup avant, puis vraiment fondamentalement pendant le Covid. J'étais en confinement là-bas, en fait. On envisage que ce lieu puisse accueillir des activités hybrides et pas uniquement sur l'alimentation. Je viens avec les bagages que je viens de vous décrire, ceux de la culture, ceux de l'éducation, ceux du design. L'atelier de François, qui est un atelier encombré de plein de matériel agricole, etc., devient du coup un Fab Lab, selon ma perception. Alors, pas physiquement tout de suite, parce qu'il fallait quand même débarrasser beaucoup de choses. On commence à connecter à un fort réseau sur le territoire. Voilà, je fais des dizaines de rencontres par semaine pour essayer de comprendre, autant de la CCI et de la Chambre des métiers de l'artisanat que du coup de l'agglomération ou des associations de toutes sortes locales, des services d'insertion beaucoup aussi. En projet, on a des résidences artistiques avec la DRAC qu'on a montées, qui sont effectives, des ateliers d'initiation à la conception et fabrication qu'on finance avec le concours de la Fondation Orange, et des accueils d'écoles ou de design, ou encore de collectifs en questionnement sur leur future installation. Parallèlement, on constate que des lieux existent pour accueillir des artisans. On a un lieu qui s'appelle La Cure, par exemple, qui est tenu par Roannais Agglomération et qui se base sur des modèles, bon, je ne pourrais pas les comparer du tout au bureau du design, de la mode et des métiers d'art, mais qui essaye de poser des modèles, un petit peu d'incubation, un peu de résidence, un peu de faire collectif aussi, mais qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Ils ne le peuvent pas parce qu'ils sont sur un petit village qui est un peu touristique l'été, mais on reste sur des échelles de tourisme relativement restreintes. Et donc les formules avec loyer, boutique sont nettement moins performantes. Il n'y a pas ou peu d'accompagnement. Il n'existe pas d'ateliers partagés qui pourraient favoriser des rencontres et des installations, comme on peut le voir avec certains modèles plus urbains. De notre côté, on cherche à défendre certaines échelles de production, des matériaux locaux en circuit court, la relation à un milieu qui puisse se renforcer par une conscience écologique et sociale, par exemple. On défend cette notion de paysannerie au-delà du coup du terme agricole uniquement, par exemple. La question, ça devient comment alors favoriser des dynamiques qui me semblent intuitivement intéressantes. En réalité, ce que je vous dis là, c'est aussi un certain nombre d'expériences personnelles, et d'ailleurs, je ne saurais pas vous livrer beaucoup plus en réalité. En premier lieu, on avait construit une cabane. Ça, c'est la sortie du Covid. Cette cabane, en cas de chantier participatif de 25 personnes, avec un accompagnateur charpentier du territoire, nous a donné l'occasion de faire école. Et en fait, depuis l'an passé, nous accueillons des écoles de design. Il y a l'école Boulle qui est venue 2 fois. Strat, école de design, est venue aussi 1 fois. Et on parle avec d'autres écoles nationales. On s'aperçoit qu'il y a un fort intérêt des pédagogues sur les modèles de territoire un peu école. Il y a un fort enjeu d'investissement, de réinvestissement des territoires.
de décentrement aussi de la posture, comprendre qu'il faut sortir des villes, faire du hors les murs des villes et des studios de design pour mieux comprendre ce qui se joue dans des espaces naturels et de production. Alors on favorise la vie en collectif, c'est ce qui se passe sur cette ferme, on cuisine ensemble, on mange ensemble, les temps de convivialité sont au cœur autant que les temps du faire et du projet. On pose des expressions de questionnement quant au sens de nos métiers et la manière de les pratiquer pour les futurs professionnels. On leur propose, selon les termes très latouriens, d'atterrir. On reçoit des aspirations de mode de vie en retour, autant que des inquiétudes quant au contexte écologique, à la croisée d'utopies de nouvelles organisations et de quête de sens, d'engagement politique, militant parfois, dont nous tâchons d'opérer la rencontre avec des réalités de tissus distendus du territoire, qui a subi des désindustrialisations et actuellement vit une forte pression sur sa industrialisation. Le bassin rouennais, il est argileux, il est boisé et il est textile historiquement. Et actuellement, il y a vraiment des fortes dynamiques dans ces endroits-là. Par nos différentes actions, on affirme doucement une méthode dont la suite est en train de se dessiner. On se demande alors comment prendre de nouveaux chemins, quelle production pratiquer par et pour les territoires. C'est assez important cette notion de par et pour les territoires à mon sens. Si historiquement les métiers d'art peuvent avoir des liens et un pouvoir de récit par les matières, à l'exemple par exemple de Maxime Bellonnet, qui est un étudiant qui est issu de l'école Boulle et que je connais bien, qui travaille la pierre et son territoire dans ses récits et dans la matérialité, comment les mettre à profit, ces productions, des transitions écologiques des territoires. Donc, comment est-ce qu'on n'extrait pas uniquement cette matière à récit, mais comment est-ce qu'on réinsère aussi ces récits dans la trame directe des territoires, favorisant du coup la désirabilité autant que du coup le réel potentiel produit pour ces espaces-là. Nous pouvons apporter des contextes humains et matériels en tant que tiers-lieux, on va dire, d'exploration de matériaux et de techniques anciennes ou à inventer. On peut défendre, avec les mots barbares, le bio-géosourcing, les questions du coup de production locale pour des objets d'art autant que quotidiens à travers cela. Et ceux-ci doivent être accompagnés, il me semble, de politiques de soutien, de modes de production artisanale ou d'organisation la favorisant. Ce qui semble évident, c'est qu'il y a autant des enjeux de patrimoine, réhabilitation, exploration de patrimoine pratique spécifique géographiquement, que des enjeux de nouvelles créations. À ce titre, quelle matière à création se saisir, par quels outils de transformation transformer. Il s'agit d'organiser de véritables filières qui puissent travailler la terre, le bois, le verre, la fibre textile, que sais-je, localement. Quels enjeux de territoire est-ce qu'on peut croiser avec ça alors ? En sachant que nos enjeux contemporains sont aussi sur des objets très industriels notamment. Si on parle de mobilité par exemple, il y a sûrement des champs à explorer fascinants. Les métiers d'art sont des grands créateurs par le geste et savent s'orienter sur des usages nouveaux. Je pense par exemple au travail impressionnant de Dimitri Linka et de Nicolas Pinon, il me semble, c'est ça son nom de famille, qui est très technologique. Comment, dans un autre sens, est-ce qu'on peut innover dans le sens des transitions ? Ici, par exemple, pour citer une action à la ferme, Manon Lefébure, artiste et artisane vivant à Marseille, fait notamment du tufting gun, donc du pistolet à toufeter pour faire des tapis. Il me semble que tu l'as rencontré aussi. Durant une résidence et en duo avec Clara Mogin, qui est aussi une graphiste issue de nos écoles, il me semble, elle voulait explorer des techniques du filage et de la teinture végétale. Alors ça reste bien sûr expérimental, hein, on s'entend sur l'échelle, mais on a pu percevoir que poursuivre la réflexion pourrait permettre d'aller dans d'autres dimensions productives. Elles ont filé de la laine locale, l'ont cardée avec des outils issus du musée Alice Taverne, qui est un musée du folklore du village d'Ambierle, c'est le village en fait où est la ferme, et qui est un musée de France. Et ce musée aime, en tant que lieu de patrimoine, activer et réactiver les gestes, et donc trouve dans le tiers-lieu aussi une occasion de ça. Elles ont teinté les laines avec les plantes cueillies à la ferme et par cela, elles ont rendu lisible aussi, pour un public qui est venu pendant un festival en réalité, une logique productive et en circuit très court. Durant un temps de workshop, elles ont proposé une initiation à une technique très contemporaine avec curiosité et intérêt. On voit bien là du coup qu'il y a un processus qui peut être autant productif que de médiation et que d'activation culturelle. Tout ça dans un contexte d'interrogation. Moi, en tout cas, me semble une très bonne matière à penser, à défaut d'une matière à produire plus largement pour le moment. Au titre du design, il me semble que les méthodes de coopération, de facilitation
de processus humains notamment, d'expérimentation sont clés depuis quelques années. Il s'agit justement de travailler des enjeux de territoire, enquêter, révéler des sujets, par des capacités de synthèse créative, répondre intelligemment à des enjeux systémiques qui sont humains, matériels, autant qu'organisationnels, et qui sont quand même, quand il s'agit de travailler sur les enjeux de transition écologique, de sacrés nœuds à détricoter. Et ça tombe bien parce que ce dont nous avons besoin, c'est de cette dynamique systémique, en fait. Ça va sur le temps ? Avec l'exemple de Manon et Clara, on voit bien qu'il y a des briques d'expérimentation qui peuvent exister, qui rendent tangibles des possibles et des possibilités. Comment ensuite les installer? Comment aller plus durablement là-dedans? Je pose des questions et puis j'imagine que vous aurez en plus des réponses. Peut-être. Avec qui peut-on opérer des installations comme ça? À quelles échelles et pour quelles destinations? Je vous parlais de mobilité comme un exemple par hasard, qui justement peut paraître éloigné de plein d'usages en fait, de ces disciplines. Comment peut-être les adresser? Peut-être pas. Le designer, sur de nombreux sujets, peut et doit poser ces questions, remettant en cause, ce faisant, la tendance de solutionnisme facile, posant des questions à de multiples acteurs pour arbitrer des stratégies et des choix cohérents. Le designer peut, en tout cas, historiquement, a un rôle à la croisée des métiers de la production, des usages, etc. Et toujours un petit peu, en réalité, en contorsion ou en étirement ou en gymnastique, à défaut, entre beaucoup d'acteurs avec parfois des dynamiques contradictoires. Comment utiliser cet héritage historique du design sur des dynamiques de territoire, de renoncement, de bifurcation, de maintien d'activité. Un acteur seul, et ça me semble essentiel de le redire, ne peut pas faire la transition d'un bassin de vie entier. On ne peut pas dire que le tiers-lieu pourra faire basculer quelque chose, on ne pourra pas dire non plus qu'un artisan, une artisane s'installant pourra faire basculer les transitions d'un territoire. Le design comme discipline historique de la formalisation doit y œuvrer avec cette dimension de la relation transdisciplinaire. Ça, c'est des étudiants de l'école Boulle que je remercie d'avoir posé pour cette photo. Ils étaient vraiment au travail. Au titre du design, les métiers de coopération, de facilitation, d'expérimentation sont clés depuis quelques années. Et ça, je me demande du coup comment l'articuler avec les métiers d'art dans leur dimension matérielle de la recherche. C'est bien ça que j'essaye de poser là. Pour résumer un petit peu, ce que je propose de dire là, en fait, c'est qu'on essaye, alors, il faut que je fasse la contorsion, qu'on essaye de mettre au centre les disciplines de la création pour faire émerger de nouvelles propositions matérielles autant que d'organisation, que nous essayons de développer des enseignements sur des terrains d'action concrets insérés dans des questionnements et enjeux de territoire pour les transitions écologiques et sociales, que nous essayons de créer des dynamiques transdisciplinaires afin de permettre le décloisonnement entre les filières, et que nous essayons de favoriser l'installation et le positionnement de ces métiers, tant dans la production que dans l'expérimentation. Et c'est là que je prends le rebond. La dynamique transdisciplinaire, on essaye de la porter à travers, en fait, en étant un petit peu des tiers. Je disais tiers-lieu, en essayant de faire ces connexions. Avec qui? Avec les acteurs collectivités, les acteurs de la formation locale. Il y a des écoles d'ingénierie textile, il y a des écoles agricoles, il y a des lycées agricoles, il y a des services d'insertion, des entreprises du BTP, de l'ESS, etc. On veut mutualiser des expertises sur les mutations pour fournir des apprentissages. On veut fournir des contenus et des connaissances à toutes et à tous, et donc favoriser les expérimentations, rencontres et coopérations. Il y a actuellement un mouvement des grandes entreprises qui embauchent des designers et artisans pour les aider à penser, à expérimenter autour des enjeux écologiques. Je pense par exemple à une élève brillante qui était sortie de métier d'art à Boulle et qui est ensuite partie à l'école de design de Nantes Atlantique et qui maintenant travaille en R&D, enfin en tout cas a fait son alternance en R&D à Saint-Gobain en produisant autant des expérimentations matériaux que des dispositifs très simples et efficaces pour faciliter le versement de certains liquides ou autres. Elle était dans le département recherche et innovation au titre des métiers d'art et du design. Comment notre tissu
du coup territoriales de PME et de petites structures, ou encore de collectivités de plus en plus démunies, peut-il se munir aussi de ça? C'est pour ça que je vous parle de formation, en fait, tout de suite. À l'heure d'enjeux de production locale, comment traiter les enjeux de formation technique et professionnelle? C'est une autre question. Qui sont des besoins criants. Il y a une entreprise, là par exemple, dans le Roannais, qui fait du recyclage de coton, qui cherche absolument 10 couturiers, couturières, et ne les trouve pas. Donc on a bien des enjeux autour de ça. Surtout, comment est-ce qu'on fait pour fournir ou proposer des créations, pas uniquement pour les maisons de luxe et pour des dynamiques exportatrices? Comment constituer des démarches de recherche et d'innovation dans les matières, les usages, autant que les organisations, au profit de nos territoires, donc, et pour l'exceptionnel, autant que le quotidien? Je le reformule. Si une part des jeunes générations en ont l'intention et s'interrogent, on les voit bien, et je vous l'évoquais, hein, la quête de sens qui est présente par tous les étudiants qui viennent forcés ou pas par leurs enseignants ou autonomes, il y a une grande dimension d'interrogation. Comment accompagner ces mouvements qui, sur et pour les territoires, se révèlent être des besoins réels? Nous faisons le pari d'ouvrir les portes des espaces ou des activités hybrides comme à la ferme. On est bien une ferme dans laquelle on va pouvoir produire autant de la matière que de l'alimentaire, que de la culture, etc. On prend très au sérieux du coup notre dynamique de tiers comme faiseur de rencontres et de bonnes excuses pour faire ensemble, et on invite les designers à se positionner dans ces dynamiques-là, se faisant, je ne sais pas, designer territorial, il faut inventer un mot. Nous organisons des parcours d'apprentissage et d'implication qui peuvent conduire éventuellement à des installations ou à minima à une meilleure compréhension de ces espaces et enjeux, là où justement des modèles plus classiques d'installation, comme je vous le citais tout à l'heure, sont vraiment en difficulté sur de la location d'ateliers et de la boutique d'artisanat uniquement. On cherche à fabriquer aussi des destinations des métiers d'art et du design à ces endroits. Ça va? J'ai posé plein de questions. Ça va. Moi, Merci beaucoup, Tom, pour cette présentation très dense, mais dont je retirais peut-être deux axes synthétiques. D'abord, tu poses une des problématiques, moi, qui me semble forte actuellement avec le développement des métiers d'art et de la société, se pose la question de l'unique et du multiple. En fait, on a un peu trop tendance à voir le métier d'art comme la production unique ou en petite série, alors que le défi qui se présente à nous, c'est le multiple, c'est-à-dire comment nous allons tous consommer durable, donc sans tomber dans l'industrie polluante. C'est une vraie question, c'est pas simplement consommer un habit, un bol en terre cuite acheté dans le marché du coin. C'est vraiment penser consommation de masse, donc le passage de l'unique au multiple. Je crois que c'est une vraie question. Et l'autre question que tu poses, qui est une autre... moi aussi, tu as posé des questions aussi, j'en pose. Hein. On verra si on peut y répondre. Mais en tout cas, l'autre question qui me semble importante et riche, et dont je n'ai pas la réponse, c'est en fait, on assiste à un changement, alors excusez-moi le terme très scientifique, un changement paradigmatique très très profond, qui, en gros, je le synthétise, j'aime bien des éléments de synthétique à apporter. Comment on passe d'une société verticale à une société horizontale? En gros, on peut synthétiser la chose en disant que post-45, on a créé une société de la massification issue de la reconstruction d'une guerre. Et donc, on est rentré dans une mode de consommation de masse qui, pour des bonnes raisons, hein, moi je ne le critique pas, c'était comme ça. Et face à cette consommation de masse, il a fallu établir la division du travail et la division des spécialités. Donc on est tous devenus des spécialistes de quelque chose. On était tous des éléments de la chaîne assez séparés, mais donc quand même dans une vision assez verticale.
Aujourd'hui, face aux défis, notamment du développement durable, mais pas uniquement, on se rend compte que la spécialisation n'est plus tenable si elle est enfermée ou enfermante. Et elle ne peut être qu'en dialogue, donc plus dans une horizontalité. Et on se rend compte qu'en fait le défi est immense parce que toute nos structures sociétales, éducationnelles, étatiques n'est pas du tout fait pour cette transversalité. Donc c'est pour ça que des initiatives comme les tiers-lieux sont extrêmement importants parce qu'ils sont le fer de lance de la société de demain. Comme les producteurs de bio il y a 30 ans, on se moquait d'eux, ils sont devenus, si ce n'est majoritaires, mais très importants. Donc en fait, c'est pour ça que ces tiers-lieux, certains arriveront à se développer, d'autres peut-être certainement pas, mais au moins ils donnent des chemins de réflexion déjà et d'action. Donc voilà, synthétiser, en tout cas de mon point de vue, je laisse la parole à la salle, en tout cas ce que ta présentation a apporté, donc ces deux éléments qui me semblent très importants. Je ne sais pas si tu voulais réagir déjà à ça, ou si... Non, effectivement, il y a une dimension, on va dire, laborantine qui s'opère là dans notre tiers-lieu, donc je plus sois, comme on dit, c'est un langage réseaux sociaux. Alors, y a-t-il des questions, peut-être plus pointues, terre à terre ou pas? Comment vivent ces personnes qui sont sur ces fermes et tout ça? Comment elles arrivent à gagner leur vie en étant tout le temps dans l'expérimentation? La question du business model est toujours très importante. Pour parler global, la ferme se compose d'une association. Actuellement, on est soutenu par un programme d'État qui s'appelle Fabrique de territoire, qui nous permet d'avoir un financement à la hauteur de 50 000 € par an pour 3 ans. Là-dessus, ça nous permet d'avoir des premiers salariés pour poser ce que nous, on considère être comme un commun, c'est-à-dire l'espace et les bâtiments et les extérieurs. La ferme est un espace productif comme les autres. Ça veut dire que moi, je suis un indépendant qui vient bosser sur cette ferme et qui rapporte en fait des contrats, des subventions, toutes formes, selon les projets qu'on s'accorde à mener. Donc actuellement, on s'est accordé cette idée de faire société écologique avec une dimension de écolore les murs. Voilà, il faut en parler techniquement. Et donc moi, j'apporte des projets liés à ça, dans le secteur culturel, etc., etc. La rémunération du coup des personnes dépend uniquement, et c'est aussi une des caractéristiques de tiers-lieux qui en fait son hybridité mais aussi sa fragilité, donc autant son intérêt que son danger, c'est d'être financé par des formes très entrepreneuriales et souvent relativement individuelles. Si je disparais, l'activité que je porte disparaît aussi. Donc on a un enjeu à tout le temps ramener des personnes et en permanence comme ça être laborantin. On est vraiment, c'est pour ça que j'aime bien parler de ce côté recherche et innovation, une sorte d'espace laborantin qui fonctionne par l'action de gens qui se posent des questions. Voilà. Et du coup, ce faisant, de temps de formation, d'immersion, d'expérience, etc., etc. En tout cas, notre modèle repose principalement sur ça. Mais ce que tu as souligné qui est peut-être important, c'est que le fonds de commerce, si je veux dire, c'est de l'agriculture. C'est porter la nourriture et que tout ce qui est associé, ou un certain nombre d'éléments viennent s'agréger aussi autour de cette activité. Oui, mais qui devient du coup très vite là actuellement. Mais c'est une réponse en fait, une proposition de réponse. Et d'ailleurs, Samuel Chabret, dont j'ai parlé tout à l'heure, est en train de répondre à un dossier. On est présélectionné sur un dossier Fondation Carasso sur qu'est-ce que ça veut dire qu'un tiers-lieu nourricier, en considérant qu'actuellement sur les enjeux de la production locale, on a un peu 3 systèmes. Un système qui est collectivisé, on va dire, municipalisé, comme par exemple à Mouansartou, où en fait on a une ferme municipale qui produit avec une régie alimentaire pour la ville. On a des fermes collectives qui sont en train d'exister avec des jeunes qui s'installent pour faire de la polyactivité, de la polyculture élevage, donc plutôt pas polyactivité justement. Et il y a les tiers-lieux nourriciers qu'on essaye de défendre comme une forme de polyactivité, mais non uniquement agricole. Et l'ensemble des activités qui vont s'agréger, donc nous par exemple c'est très formation, on est les intellos du truc peut-être, en fait on a cet enjeu que ce ne soit pas uniquement l'agriculture qui soit le fondement, mais qui par contre permette une activité soutenable pour l'agriculture. Là actuellement par exemple François vient de faire sa rentrée, est à Paris en ce moment, en train de faire sa rentrée au DU Espace Commun,
qui est un diplôme universitaire sur les dynamiques tiers-lieux, comment les gérer, etc. Et donc du coup, il est en train de se former à ça pour pouvoir mieux accueillir des personnes, transmettre son héritage agricole, son héritage confédération paysanne, etc. Et donc du coup, lui-même fait bouger un peu son métier là-dedans, tout en étant bientôt à la retraite et avec le corps très abîmé de l'agriculteur, tout en interrogeant et en mettant ses vignes en vignes relais, par exemple, pour que des jeunes puissent s'installer. Donc il laisse sa place tout en se mettant en posture de formateur-transmetteur. Donc le but, c'est qu'ils transmettent sur l'agricole, mais pas que. Et on a les maraîchers qui sont qui avec le Covid se sont redirigés vers des activités de transformation qui peu à peu laissent leur terrain et sur lesquels on va avoir aussi un enjeu à installer des jeunes en se disant, de toute façon, là, il faut tenir pendant 4-5 ans et on va avoir une transition de modèle et on ne veut pas qu'une partie de ces fermes, on ne pourra pas toutes les sauver de l'agrandissement, mais on ne veut pas que toutes ces fermes partent à l'agrandissement. On veut défendre aussi des modèles d'agriculture paysanne. Donc ça fait partie d'un engagement. Merci. D'autres questions ? Et alors, comment la ferme est un lieu de ressources, d'interrogation concrètement ? C'est-à-dire, j'imagine aussi bien l'élément naturel ou l'élément animal, mais aussi le déchet. Est-ce que c'est la production même de l'activité agricole et vecteur de connaissances, d'interrogation est-ce que c'est concrètement, est-ce que ça se fonctionne comme ça ? Ouais. Alors, c'est intéressant cette question. En fait, il y a plein de choses qu'on est en train de découvrir au fur et à mesure. Pardon, il y a plein de choses qu'on est en train de découvrir au fur et à mesure, en fait. Par exemple, l'été dernier, on a eu une stagiaire de l'école Boulle, Rachel Persson, qui arrive avec une valise énorme de livres en se disant « je vais à la campagne, je vais avoir le temps ». Elle n'a pas ouvert un bouquin. En fait, ce qui s'est passé, qui était fascinant, c'est qu'en fait, en arrivant à la ferme, elle a eu une nouvelle perception qui était que les priorités que elle ou que sa maman ont, et elle nous l'a dit comme ça aussi, dans un quotidien qui est un quotidien tertiaire en l'occurrence, n'étaient pas les mêmes. Donc en fait, elle a dit, mais en fait, c'est marrant, Françoise et François passent leur temps à faire des bocaux, à entretenir les espaces extérieurs, etc. En réalité, ils s'arrêtent jamais. Donc du coup, on avait déjà un temps qui changeait. Ça, c'est assez flagrant. Ensuite, il y a une dynamique collective. C'est que c'est une ferme qui a toujours été dans une dimension d'accueil. Et ça, c'est un truc qui est aussi fascinant. Il y a une dimension qui est autant politique, parce qu'on parle énormément de la question de la paysannerie, passé, présent, futur, hein, voilà, qu'on accueille des personnes les vendredis pour le marché du local. Et là, du coup, il y a une espèce d'effervescence collective qui se fait, avec en général un apéritif qui démarre, etc. Donc il y a une dynamique collective qui, qu'on le veuille ou non en tant que tiers-lieu, qu'on veuille la provoquer ou non, existe autour de l'alimentation. Il y a une dynamique paysagère qui est forte. On a construit, vous l'avez aperçu, la cabane au cœur des activités. Françoise et François ont comme objectif d'en construire 3 à l'origine, en nous disant il faut d'abord pouvoir aller dans la campagne et dans la forêt pour s'immerger, se couper. Une espèce de perception comme ça, on va dire, culturelle de la campagne, comme cet espace du vide. Puis de se rapprocher un peu, peut-être d'être dans le pré du cheval qui est au-dessus, et de pouvoir apprécier le paysage tout en voyant aussi les activités agricoles, puis d'être au cœur de la ferme et de participer. Et donc il y a aussi ces différentes échelles qui sont aussi paysagères qui sont au cœur. Et ensuite, sur la question de la matière, c'est assez formidable de voir ce qui se passe parce que des cochons qui sont pour partie nourris avec le petit lait du chèvrier d'à côté, qui lui-même est mécano de tracteur, qui vient réparer les tracteurs sur place, que des déchets de cochons qui en fait vont pouvoir alimenter des champs et autres productions pas loin, etc. On a un échange de matière permanent. La cabane, on l'a construite avec le Douglas, qui est le bois de la forêt des parents de Françoise, coupé dans la scierie du monsieur retraité dont je parlais tout à l'heure, etc. Donc on a un flux de matière qui est constant et omniprésent. On a une récupération de dingue, on va tout le temps dans des granges récupérer toutes sortes de choses, ça devient maladif des fois, c'est un syndrome. Mais c'est un syndrome aussi d'endroits de la pauvreté. Et c'est important de le dire, c'est des endroits dans lesquels l'économie de ces personnes est celle-ci. Et donc là, je le cite comme ça le romantise beaucoup, c'est aussi des endroits dans lesquels il y a une dimension des moyens économiques, de l'argent qui n'est pas la même. Et donc ce temps occupé, ces espaces et la manière dont on s'en occupe, etc., sont bien aussi dans une préoccupation
du peu. Et ça, c'est une leçon qui, du coup, traverse absolument tous les moments du lieu et qui sont à discuter, en général, sur aussi des questions de sobriété, etc. On ne dit pas que c'est le modèle, on dit simplement qu'il y a des personnes qui vivent comme ça et qui, a priori, pour certains aspects, et comme pour partout, il y a des choses aussi très dures, le vivent relativement bien. En tout cas, on posait des conditions aussi humaines, sociales, économiques, etc. de le vivre. Voilà. Merci. Une question? Oui. Justement, pour rebondir sur la question de la sobriété, est-ce que c'est vraiment une économie de moyens, ou en tout cas un manque de moyens, ou c'est juste ce qu'on a pu appeler le bon sens paysan et une certaine frugalité, et qu'en réalité, ces gens-là, même s'ils gagnaient 4 000 €, ils ne changeraient pas leur manière de vivre, parce qu'en réalité, il n'y a pas besoin d'aller chercher des moyens quand en fait on réutilise la totalité de nos déchets, ce qui est d'ailleurs une constante dans les métiers d'art, c'est-à-dire qu'on perd assez peu de matière puisqu'on va réutiliser tout ce qu'on peut pour fabriquer et en plus sublimer la matière. Donc voilà. Alors je pense que parlant d'agriculture ou parlant de métiers d'art, on parle de deux économies très différentes. Voilà. Là, François, par exemple, a travaillé toute sa vie sur les logiques de coopération avec je citais tout à l'heure la CUMA, coopérative d'utilisation de matériel agricole et autres formats. On est sur un endroit de partage par nécessité. On est sur un endroit de partage par une volonté de faire ensemble, mais aussi par le refus d'un certain modèle agricole, de l'endettement, etc. Quand on en vient à parler sur les métiers d'art, je trouve que c'est très intéressant de poser cette question, notamment quand on ne veut pas faire des produits d'exception et d'export. Et là-dessus, c'est pour ça que je le citais un peu rapidement, les modèles d'installation collective, d'espaces collectifs, comme par exemple ceux, pour citer une marque, de Make Ici ou autres, sont intéressants. On voit qu'il y a des expérimentations, notamment dans le Morvan, qui a priori fonctionnent. Voilà. Donc il y a des modèles de mutualisation comme ça qui sont plutôt pertinents. Et c'est un gros enjeu, effectivement, là-dessus, quoi. De toute façon, il n'y aura pas, je crois qu'il y aura, je ne veux pas être trop tranchant, mais il n'y aura plus un seul modèle. Il y aura des modèles. Et justement, ce que je disais tout à l'heure dans la transversalité, c'est la multiplication des modèles et des expérimentations qui doivent s'adapter à chaque territoire, chaque besoin, chaque personnalité. Et je crois que justement, il faut sortir de l'idée qu'on est, comme on l'a été ces 40 ou 50 dernières années, il n'y aura plus de modèle unique, puisque on voit bien avec le réchauffement climatique, là, les Pyrénées-Orientales est complètement sec et nous, on est complètement sous l'eau. Il va falloir évidemment adapter nos manières de s'habiller, de se manger, selon les géographies, parce que ça va être extrêmement changeant et on n'est plus dans la fixité, on est dans le mobile. Donc en fait, c'est toutes ces expérimentations qui vont permettre de s'adapter. Et là, c'est là où on peut avoir confiance, c'est que l'homme est un animal en transition et en mutation, et il sait très bien s'adapter en fait. Donc les inquiétudes terribilistes, oui, il faut évidemment les écouter, mais aussi on est très adaptable. Pas de questions? Une autre question? Dernière. Ça fonctionne, merci. Merci pour cette présentation. Avez-vous une idée du nombre de tiers-lieux qui existent comme ça en France? Et est-ce que vous êtes organisé? Alors, j'y pensais pendant que j'ai parlé, j'ai oublié le nombre de tiers-lieux qu'il y a en France. Ce que je sais, c'est qu'il y avait de l'ordre de... Enfin, on est quand même sur plusieurs milliers, avec des destinations très éclectiques. Je rigole parce que Lucie Marinier, qui est derrière vous, on est en train de faire une étude avec elle sur la question des formations et des enjeux de métiers pour les arts visuels, arts appliqués et métiers d'art. Et on a aussi une dimension tiers-lieux, donc... J'ai cette statistique vraiment pas très loin. Ce qui est certain, c'est que les tiers-lieux qui ont une dimension, on va dire, d'animation de territoire, comme je viens de vous le décrire, il y en a au moins 300 qui ont été labellisés fabriques de territoire. On est à peu près sur le même nombre pour les manufactures de proximité, avec une vraie réflexion de l'État actuellement pour les renouveler. Il y a beaucoup de dimensions à traiter là-dedans, entre, on va dire, il me semble que c'est ça, 300, je sais plus.
Ah, 100, mince, j'ai été super ambitieux. En 2027, peut-être 300. Et donc, du coup, ces espaces mutualisés pour de la fabrication à des destinations très diverses, hein, pas uniquement pour les métiers d'art, sont en place. Voilà, il y a des programmes qui sont liés, qui sont liés au textile avec une vraie dimension de la création, mais aussi de l'industrialisation. Il y a des endroits où ils sont intéressés à la mobilité, au numérique. Enfin, c'est très varié, mais on peut au moins citer ces chiffres. Peut-être Christophe Poissonnier de Ville et Métiers d'Art, s'il n'a pas des éléments chiffrés sur les tiers-lieux, non, sur les villes et métiers d'art, oui. Mais d'ailleurs, en écoutant Tom, je me disais, c'est Ville et Métiers d'Art, mais pourquoi Ville, Territoire et Métiers d'Art? Question qui tue. Parce que là, c'est pas une ville, c'est un territoire. Alors oui, sous ce nom peuvent se cacher des territoires, en fait. C'est notre nom historique d'il y a 30 ans. Et à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui les intercommunalités n'existaient quasiment pas. Donc on n'a pas changé le nom, mais en fait aujourd'hui, dans notre réseau, il y a plein d'intercommunalités, donc des territoires. Okay. Et oui, je rejoins, je pense, les chiffres qui ont été donnés sur les tiers-lieux en France. Hein. Mais ça regroupe des tiers-lieux de destinations très différentes. Oui. Des tiers-lieux dédiés aux métiers d'art, on en est loin, malheureusement. Mais il y a plein de projets. À venir. Non, mais il y a plein de projets partout. Ouais. Et ça, c'est formidable. Pour dire, sur des modèles très différents les uns des autres, en plus. Pour le dire, à l'époque où on a ouvert le Fab Lab à l'école Boulle, en interne, on se demandait justement quelle était la place du fer, notamment numérique, dans les métiers d'art. Et c'était assez fascinant parce qu'on avait vraiment des discussions très denses sur les nouveaux outils de la production, etc. Quand je suis arrivé à Villette Makers, donc, qui est dans le parc de la Villette, et qui avait tout cet héritage plutôt issu du secteur culturel, hein, en réalité, des lieux intermédiaires de la culture, etc., qui avait ouvert au Rourke Blanc, qui était un des espaces d'ateliers d'artistes, etc., la dimension artisanale n'existait pas. Et donc moi, je suis arrivé avec mon bagage céramique en disant, mais en fait, moi, j'ai fait de l'impression 3D céramique, je devais devenir prof, d'ailleurs, Olivier de Serres, c'est superbe. Est-ce qu'on pourrait pas l'installer? Donc on a installé des paillasses d'artisans. Le premier a été un maroquinier qui maintenant est un entrepreneur qui est à Bastille sur une petite allée là, j'oublie toujours son nom, et qui bosse super bien avec la Fondation Hermès, etc. Et je lui ai appris la découpe laser, il l'a intégré dans ses processus, et on a ouvert une dizaine de bureaux métiers d'art dans un tiers-lieu qui historiquement était très 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 lié plutôt à l'électronique et à la fabrication numérique. On voit aussi que ça a été une culture qui s'est diffusée. Le Fab Lab à l'école Boulle a disparu actuellement, mais il y a beaucoup de pratiques qui ont infusé et que je retrouve dans les ateliers quand je vais les visiter. C'est aussi des dynamiques comme ça que les tiers-lieux peuvent fabriquer, et les tiers-lieux peuvent disparaître une fois qu'ils ont opéré leur mission parfois. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on continue parce que le temps avance. Et donc, on change un petit peu de positionnement des intervenants. On va être plutôt sur des structures d'aide. Là, on était dans une structure entre guillemets de production. Là, on va être plutôt dans des structures d'aide. Avec la première intervenante qui est Ariane Vitou, cofondatrice de l'association de médiation poétique Vers Libre, mais surtout qui est directrice des partenariats et de la communication de la Fondation Terre et Fils, qui œuvre pour la revitalisation des territoires par les savoir-faire. Et je lui laisse la parole pour présenter notamment l'action de la Fondation. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui. Ravie d'être là avec vous ce soir. Je pense que ça a été très largement dit à la fois par Marc et par Tom. Nous vivons à l'heure des transitions, des mutations. Et je n'aurai pas de support. Voilà. Donc c'est peut-être une transition aussi de capter l'attention uniquement sans le primat à l'image. Voilà. Et ces transitions sont placées sous le signe de l'écologie. Une écologie que plusieurs s'accordent aujourd'hui à qualifier de plurielle, voire triple. Une écologie intérieure, une écologie relationnelle, une écologie environnementale. Pour répondre à la fracture des liens qui sont triples, le lien à soi, le lien à l'autre, le lien à l'environnement ou à la terre. Et chez Terre et Fils, nous partageons donc ce constat sur cette fracture des liens. Et pour contribuer à retisser ces liens, nous partons des savoir-faire. Pourquoi les savoir-faire? Parce qu'ils établissent une relation, une expérience sensible entre une personne et un matériau, un geste et une technique.
parce qu'ils participent d'une histoire collective, des mémoires, des représentations, des envies partagées, et parce qu'ils s'ancrent dans une géographie et mobilisent des ressources singulières. Ces différents liens, nous cherchons à les activer à travers ce que nous appelons l'entrepreneuriat de savoir-faire, qui va hybrider la dimension culturelle et la dimension économique. L'entrepreneuriat de savoir-faire, c'est un mouvement engagé pour revitaliser ces liens, donc ces liens entre la tête et le corps, entre l'histoire et la géographie, entre les habitants et les territoires. Ces liens, ils ont été rompus pour de multiples raisons. Marc l'a exposé en introduction. Évidemment, la désindustrialisation et sous l'effet de la tertiarisation de notre économie, le primat aussi de l'intelligence logique sur l'intelligence sensible, le rapport mécaniste de l'homme au vivant. Et en découle aujourd'hui, et je pense qu'on est tous là parce qu'on le ressent, un fort déséquilibre, un ancrage dans le mental, avec une survalorisation des métiers intellectuels, une concentration de la population dans les métropoles urbaines, avec une désertion des territoires ruraux, même si le phénomène est en train de s'inverser, et une surconsommation de produits jetables, avec des biens manufacturés à des milliers de kilomètres, 65 000 kilomètres pour un jean, à titre d'exemple. De là naît un sentiment de vivre hors sol, en dehors du corps, tout d'abord, en dehors des campagnes, en dehors des circuits aussi de production et de fabrication, c'est-à-dire en dehors d'une forme d'économie tangible, réelle. Et ce hors-sol, il a aussi modifié notre rapport au temps. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on a un expert du slow made à ma droite, mais c'est vrai que dans le monde tertiaire, l'écoulement du temps est devenu imperceptible. Derrière l'écran de l'ordinateur, avec une répartition des tâches qui empêche de voir le début et la fin de ce qui est devenu projet, l'urgence des échéances, le temps fractionné par la sursollicitation des emails. L'entrepreneuriat de savoir-faire, c'est une proposition pour réinventer un espace-temps plus sensible, plus incarné, plus ancré, une sorte de ici et lentement, une nouvelle géopoétique. L'entrepreneuriat de savoir-faire, ce n'est pas l'artisanat individuel et ce n'est pas non plus, et je partage vraiment ce qui a été dit par Tom, ce n'est pas non plus l'atelier de production du luxe. L'entrepreneuriat de savoir-faire, c'est un mouvement qui relie les savoir-faire individuels à un élan collectif au service de la mise en mouvement du territoire, des territoires. C'est un entrepreneuriat qui est pluriel, qui n'a pas une seule forme. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Marc. Ce n'est pas une seule forme, mais plusieurs visages. En tant que fonds de dotation, nous soutenons des associations d'intérêt général, mais nous détenons aussi une structure d'investissement à capital patient qui va prendre des participations dans des entreprises de savoir-faire ancrées dans les territoires et qui détiennent leur outil de production. Donc acteurs de l'intérêt général d'un côté, entreprise de l'autre, mais, et c'est ce qu'a très bien démontré Tom, il y a énormément de visages de ce mouvement. Les tiers-lieux en font évidemment partie, des associations de filières qui jouent un rôle déterminant, et j'y reviendrai, des ateliers partagés ou Fab Lab, des clusters, des foncières solidaires, puisque l'accès au foncier est toujours une question déterminante, des campus de formation au métier, des acteurs de l'innovation territoriale. C'est l'ensemble de ces formats, de ces visages qui participent à ce mouvement. L'entrepreneuriat de savoir-faire, c'est une certaine façon d'habiter le territoire et d'habiter notre époque. Et pour faire grandir cet entrepreneuriat, nous, chez Tarifis, on s'attelle à le relever plusieurs défis. Le premier, c'est changer les représentations autour de l'intelligence de la main, autour des métiers manuels et développer une culture du faire. Très concrètement, on soutient une association qui s'appelle De l'or dans les mains, qui fait de la sensibilisation aux métiers manuels dans les écoles, dans les collèges, pour refaire expérimenter les gestes, bien sûr dans une perspective de transmission, potentiellement d'éveil des vocations, mais avant tout d'éveil du sensible. Qu'est-ce que cela fait d'être capable, lors d'un atelier de 2 heures, 3 heures, accompagné par un artisan, de créer de A à Z une pièce,
de manipuler des matériaux, des outils, de ressentir des matières. Et nous travaillons aussi en soutien à cette association à développer un cahier pédagogique qui sera disponible sur la plateforme de l'ONICEP, vraiment pour que ce soit en open source à destination de tous les enseignants, toutes les collectivités qui voudraient saisir de cet outil qui permettra d'avoir du contenu pédagogique adapté donc aux collégiens et puis à terme peut-être à d'autres classes d'âge. Et cet outil il est développé en lien avec des campus, des métiers et des savoir-faire d'excellence. Il est développé en lien avec le Mobilier National, Territoire d'Industrie, avec des acteurs des savoir-faire comme The Craft Project, avec le soutien du ministère de la Culture. On voit bien qu'il y a une volonté de faire commun aussi et de produire des nouveaux contenus autour de cette intelligence-là pour réancrer la pratique artisanale, mais derrière ça, l'expérience de la matière dès le plus jeune âge. Et ça participe aussi d'un changement de représentation. Cette culture du faire et ce changement des représentations, il passe aussi par ouvrir les portes des entreprises de savoir-faire, revoir, revaloriser ces métiers in situ. Et c'est pour ça que nous soutenons aussi une association qui s'appelle Entreprises et Découvertes, qui est en train de faire un travail énorme de structuration d'une nouvelle filière, la filière du tourisme de savoir-faire, pour redévelopper un tourisme de proximité, repasser aussi par, peut-être que le mot émerveillement est trop fort, mais par une redécouverte de comment on fabrique, puisque nous avons aussi beaucoup dévalorisé ces chaînes de fabrication. Et il y a aujourd'hui dans les territoires des savoir-faire à redécouvrir grâce à cet outil qu'est la visite d'entreprise. Le deuxième enjeu pour nous, c'est valoriser la valeur socio-culturelle des savoir-faire en soutenant et en expérimentant surtout des nouveaux dispositifs de médiation autour des savoir-faire dans les territoires. Pour ça, nous avons conçu, et c'est une expérimentation, avec Famille Rurale. Famille Rurale, c'est la plus grande fédération de familles qui joue un rôle déterminant auprès de 120 000 familles adhérentes en France, qui s'ancre dans les valeurs de l'éducation populaire et de l'économie sociale et solidaire, pour faire de l'animation, du lien social en ruralité. Et nous avons conçu avec eux un dispositif qui s'appelle Récit de savoir-faire, qui est un appel à une initiative pour créer des dispositifs de médiation autour des savoir-faire. Et l'enjeu, c'est de sensibiliser bien sûr aux gestes, mais qu'est-ce qui se raconte à travers le savoir-faire du territoire, à travers les archives des territoires autour des savoir-faire. Ils ont été tout à fait partants, puisqu'ils nous ont dit, mais avant, il y avait des comices, avant, il y avait des fêtes où on célébrait les savoir-faire. Aujourd'hui, tout ça a été ravagé. Aujourd'hui, il y a évidemment les tiers-lieux qui participent à revitaliser le lien social, mais pour des jeunes, il y a aussi besoin de ressusciter des vocations, de refaire lien avec le territoire, comment on s'inscrit dans une identité aussi du territoire. Et donc, on a fait émerger 6 dispositifs en milieu rural à partir d'un patrimoine local. Donc, ça va de l'asperge... j'oublie le nom, l'asperge de Bourgogne à l'ail rose à Venesse, en passant par la faïence de Rubel, voilà, pour à chaque fois penser des dispositifs innovants. Donc il y en a qui ont pensé réaliser des podcasts avec les jeunes, faire ensuite tout un travail autour de l'asperge en lien avec l'EHPAD, et une plantation de l'asperge et des ateliers de transmission aussi de la mémoire de l'asperge par les anciens du territoire auprès des jeunes, puis comment on recuisine l'asperge et quel circuit elle irrigue sur le territoire. Voilà, ce type d'initiative, là je parle beaucoup de savoir-faire et agricole, mais il y avait aussi des dynamiques autour de savoir-faire plus manuel. J'en ai parlé, comme la faïence à Rubel, qui vise à travailler notamment avec les centres de loisirs et les centres d'orientation des jeunes pour au moins les resensibiliser à ces métiers. Voilà. Et puis un dernier axe qui nous paraît
fondamentale, c'est effectivement de soutenir les dynamiques de coopération autour de cet entrepreneuriat en milieu rural. On sait aujourd'hui qu'un entrepreneur en milieu rural n'est pas accompagné, ne bénéficie pas des mêmes structures d'accompagnement qu'un jeune start-upper de la station F. Donc nous cherchons à faire partie de collectifs et à soutenir des dynamiques collectives autour de cet entrepreneuriat de territoire fondé sur les ressources locales, basé sur une volonté de faire territoire. Et nous faisons partie d'une expérimentation, là aussi, qui s'appelle Entreprendre la ruralité, qui a été initiée par la Fondation Entreprendre, qui mobilise un collectif de financeurs, qui a distingué un collectif de lauréats, donc 4 structures d'accompagnement en ruralité, qui ont identifié, à travers des diagnostics partagés, 16 territoires sur lesquels ouvrir des parcours d'accompagnement pour des porteurs de projets désireux de réimplanter ou faire grandir un projet d'entrepreneuriat en milieu rural. Donc on est dans de l'expérimentation. C'est très rare aujourd'hui en France d'avoir un collectif de financeurs dans le champ philanthropique qui travaillent main dans la main avec des structures d'accompagnement au niveau local, en proximité, pour recréer, on va dire, des conditions favorables à l'émergence de nouveaux projets en ruralité. Et l'objectif, bien sûr, c'est de pouvoir pérenniser à terme, au-delà des 3 ans. 3 ans, c'est du temps qui peut paraître très long pour des startups, et c'est très court pour créer des vraies conditions d'émergence pour des nouvelles structures, pour faire de l'ingénierie de projets, capitaliser sur cette ingénierie et démontrer, faire la preuve qu'il y a une pérennisation derrière des activités et de la création d'emplois et voilà, une pérennisation de l'activité en milieu rural. Et nous nous attachons aussi dans cette dynamique de coopération à mettre en lumière tous les maillons, les corps intermédiaires qui participent à cette revitalisation des filières. Nous remettons un prix et faisons de l'accompagnement auprès donc un prix qui s'appelle Prix Terre et Fils pour les savoir-faire dans un dispositif qui s'appelle Innover à la campagne. Et nous avons récompensé en 2022 et en 2023 2 structures qui sont des associations de filières, qui sont souvent des corps intermédiaires assez invisibilisés, qui favorisent la coopération, la formation, la transmission des savoir-faire sur un territoire. Je vous donne des exemples très concrets. En 2022, on a récompensé l'ENAMAC, une association de filières dans la Creuse, qui part d'un centre de formation au métier de la laine, donc bien sûr en lien avec la tapisserie d'Aubusson, et les journées du feutre à Felletin, où il y a une vraie volonté de revitaliser ce patrimoine qu'est la laine, mais surtout de le régénérer, pas de le mettre sous cloche, pas dans une dynamique de folklorisation, mais bien dans une dynamique de développement local, à la fois sur le volet culturel, mais aussi sur le volet économique, et bien sûr la question des circuits courts est centrale. Donc ils sont partis d'un centre de formation et aujourd'hui ils se développent, qui a été labellisé d'ailleurs manufacture de proximité, on en parlait, et ils se développent sur une dynamique de cluster laine à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, pour faire corps avec les producteurs, pour imaginer des nouveaux débouchés, pour financer de la R&D, comment on recrée des fils de qualité, comment on pense des nouveaux débouchés pour de la laine, et pas que sur du haut de gamme, parce que c'est évidemment là où on trouve des débouchés aujourd'hui, mais les enjeux sont aussi sur les volumes de laine qui sont aujourd'hui laissés pour certains éleveurs parce qu'il y a trop peu de débouchés. Et tout ça, il faut penser collectivement les enjeux de filière. Et voilà, ce sont ces acteurs qui permettent cette mise en lien, cette mise en mouvement entre les producteurs, les filatures, les musées, et faire collectif. Un deuxième exemple dans un autre domaine que nous avons récompensé en 2023, les fleurs d'exception du pays de Grasse. Donc on part là d'une volonté de quelques producteurs, 6 producteurs,
qui il y a à peu près 12 ans se rassemblent en disant nous, on veut cultiver en bio et on veut faire perdurer cette approche des métiers de la plante à parfum qui était en train d'être un peu fragilisée, enfin beaucoup fragilisée, sous deux effets. Un, la captation des terres et du foncier par les promoteurs immobiliers. On est en pays de grâce, donc vous voyez la prédation que ça peut représenter. Et puis, deuxième enjeu fort, c'est les années 2010, la volonté des maisons de parfum de se tourner vers les parfums de synthèse. Donc comment toute petite filière à Grasse, avec six producteurs en bio, on fait levier sur le patrimoine local, on fait levier sur les industriels pour reconstituer une dynamique de filière. Et aujourd'hui, ils sont 30 producteurs, ils ont relancé un aromatique Fab Lab pour pérenniser la transmission des métiers de la plante à parfum, qui a été également labellisé manufacture de proximité. Ils ont fait reconnaître patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO leur savoir-faire de la plante à parfum. Ils ont fait également labelliser à travers une indication géographique l'absolu de Grasse, c'est-à-dire le produit de la plante. Et donc, ils ont réussi à faire levier sur cette filière, mais ça reste fragile. On s'inscrit dans du temps très long. On est sur 12 ans, mais il y a encore un chantier énorme. Ils sont en train de réfléchir à de la mutualisation d'outils. Ils sont en train d'aller vers de l'agriculture régénératrice, mais on s'inscrit dans un temps très long. Et nous, en tant qu'accompagnateurs de ces dynamiques, on doit créer ces conditions, ce nouvel espace-temps pour permettre à ces dynamiques d'émerger dans les bonnes conditions et de trouver des nouvelles sources à la fois de financement, d'ingénierie, de fertilisation croisée pour sortir d'une forme d'expérimentation, de précarité et pérenniser. Voilà. Donc, je dirais que ce nouvel état écologique nous oblige à repenser nos liens. Les savoir-faire sont au cœur des liens entre l'idée et la matière, le créatif et le productif. Nous ne pouvons pas laisser les savoir-faire que dans le champ du créatif. Et l'humain et son environnement. Si nous savons activer leur plein potentiel, et c'est ce que j'ai essayé de démontrer, que c'est un potentiel social, culturel, économique, environnemental et de coopération, alors nous pourrons mailler des nouveaux écosystèmes contributeurs à la résilience des territoires. Et je terminerai en citant Valérie Joussaume, qui est une chercheuse en géographie et en aménagement du territoire, qui est maîtresse de conférences à Nantes, qui dit qu'il y a aujourd'hui deux récits qui entrent en tension. Le premier récit, issu de l'épicentre de la modernité, des pouvoirs en place, qui essayent de se maintenir dans la société numérique. Ce récit est celui du tout numérique, du encore plus loin, encore plus fort, encore plus vite. Et il commence à se structurer un récit alternatif à cet effondrement programmé, celui d'une nouvelle émergence, d'autre chose. Cette autre chose ne peut pas venir de l'épicentre de la modernité, il va venir de ses marges. Toutes les marges, c'est là où on va trouver des altérités, l'imaginaire, le féminin, les cultures populaires, les campagnes ou la nature sauvage. Dans ces marges, je suis convaincue que les savoir-faire peuvent être une vraie ressource pour penser le développement local et de nouveaux écosystèmes de relations entre les ruraux et les néo-ruraux. Je pense que là, la médiation et la place des patrimoines a un rôle énorme à jouer, entre tradition et transition. Et voilà, et c'est à nous de tous contribuer à écrire ce nouveau récit territorial. Merci beaucoup, Ariane, pour cette proclamation sur la transition en cours, sur toutes ces transitions, qui est évidemment, comme je dis à chaque fois, on ne me croit pas souvent, mais je dis en fait on vit une époque vraiment formidable, parce qu'en fait tout est possible et toutes les expérimentations qui sont présentées ce soir, mais en général dans le secteur d'activité qui nous anime, c'est-à-dire les métiers d'art, il y a vraiment beaucoup de choses très exaltantes. Moi juste je retiendrai quelque chose qui, après
l'essai de synthèse de tout à l'heure, il y a quelque chose qui nous intéresse beaucoup au National, c'est la question de la pédagogie, et notamment toutes les actions qui sont menées un peu partout, et notamment à Terre et Fils et de l'or dans les mains. C'est cette réappropriation du sensible pour aller vers le sensé. C'est quelque chose qui est très récent, qui a une rupture, là aussi paradigmatique, de nos sociétés, puisqu'on a toujours pensé la supériorité de l'abstraction versus la bassesse du corps, et ça remonte à l'Antiquité. Et en fait, c'est là aussi l'autre élément qui est extrêmement intéressant, c'est comment on se réapproprie notre corps comme facteur de connaissance, comme facteur de croissance, pas uniquement économique, mais de croissance personnelle. Et là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Rien qu'à notre niveau, dans quelques semaines, nous allons offrir une nouvelle offre pédagogique, le Petit Mob, qui va complètement démultiplier l'offre pédagogique au niveau des métiers d'art au sein du Mouvement national, mais aussi, on espère, accompagner d'autres acteurs. Enfin voilà, évidemment, je suis toujours trop long. Je laisse la parole à la salle s'il y a des questions pour Ariane. Merci pour votre exposé. J'ai retenu qu'il ne fallait pas laisser les métiers d'art au folklore, au luxe, et seulement à la création, etc. Et donc, c'est une voie intéressante, une voie à côté. Comme vous disiez, il n'y a pas qu'une seule voie. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir la réaction des gens de la production, des PME, etc. Comment ils réagissent pour intégrer ce que vous proposez dans leurs entreprises, sur les territoires, avec d'autres personnes formées, etc. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, j'en ai peu parlé de ce rôle des PME, qui est très important, puisque nous, on est aussi une structure d'investissement, donc on fréquente et on accompagne au quotidien des entrepreneurs de manufacture et des savoir-faire. Donc aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une réalité et un impératif économique. Donc ils sont aussi obligés de faire avec l'existant. Si je parle de ce que j'ai évoqué déjà, c'est-à-dire l'association par exemple des fleurs d'exception du Pays de Grasse, si l'association a pu se développer, c'est aussi parce qu'il y a eu des maisons de parfum et des maisons du luxe qui leur ont fait confiance. Mais ils ont aussi un rôle aujourd'hui pour irriguer la filière avec peut-être d'autres façons de faire. Donc ça, c'est un exemple dans le champ plutôt de l'association de filière. Nous, on participe aussi à revitaliser, donc à travers notre société d'investissement, des structures qui sont des structures entrepreneuriales classiques, comme par exemple la manufacture de Couleuvre dans l'Allier, qui est une manufacture de céramique qui date de 1789, qui était au chômage technique. Et voilà, on a, grâce à une entrepreneuse, revitalisé cette manufacture. Et aujourd'hui, il y a un énorme enjeu pour déjà structurer le modèle économique avec des débouchés auprès de certaines marques du luxe, mais de penser un modèle qui soit, qui fasse, lien, corps avec le territoire. Ça se traduit comment ? Ça se traduit par une ouverture de la manufacture sur son territoire. Il y a une boutique, un magasin qui a été ouvert sur le territoire. Il y a des liens qui sont établis avec l'école de design locale. Il y a une volonté de la part de l'entrepreneuse de travailler avec Pôle emploi pour penser un dispositif d'insertion au niveau de la manufacture. Nous, il y a des liens aussi avec Entreprises et Découvertes pour que la manufacture puisse être aussi un lieu de tourisme de savoir-faire. Voilà, donc bien sûr qu'il faut déjà sécuriser l'économique, mais il n'y a plus ce primat absolu. On essaye d'intégrer le socioculturel. Je dirais que à travers la société d'investissement, on va faire l'inverse de ce que vont faire des tiers-lieux qui partent vraiment du socioculturel et de l'expérimentation pour aller vers le productif. Nous, on part du productif et on essaye d'ouvrir vers un socioculturel ancré sur le territoire. Voilà. Donc ça, c'est un exemple très concret. Merci.
Donc nous continuons cette riche soirée dédiée au territoire avec la troisième intervenante, Anne-Claire Duprat, qui a une formation d'historienne de l'art et de spécialiste sur les politiques publiques, mais aussi expertise en politique diplomatique, experte en politique et diplomatie culturelle, et qui surtout dirige la fondation d'entreprise Martel autour de la création de toute ou une partie des créations. Et je lui laisse tout de suite la parole. Bonsoir, le micro marche toujours? Oui. Ok, super. Ravi d'être là parmi vous. Sans grande surprise, je vais moi aussi vous parler de création, de transition, de territoire. Je me suis beaucoup retrouvée dans les propos que vous avez tenus juste avant moi. Ce que je vous propose, donc moi j'ai pris la direction de la fondation d'entreprise Martel, qui est localisée à Cognac il y a 1 an et 1 mois. C'est de vous parler du nouveau projet de la Fondation, qui est une structure récente. Et en vous parlant de ce nouveau projet, parler aussi de la première exposition et finalement expérience de recherche qu'on mène et qui, je pense, incarne la dynamique dans laquelle on se lance. Alors, on a un petit sous-titre en anglais. Pour commencer, peut-être un petit retour en arrière sur ce que c'est que la Fondation. La Fondation a été créée il y a 5 ans. Martel, c'est une marque de cognac qui appartient au groupe Pernod Ricard. Donc on est des cousins de la Fondation Pernod Ricard qui œuvre depuis 25 ans pour soutenir la création contemporaine. Et moi, en arrivant là, peut-être préciser aussi mon parcours, je viens vraiment du secteur plutôt de l'institution, secteur public, parapublic. J'ai travaillé notamment au Palais de Tokyo, pour les FRAC également, etc. Et en passant de l'autre côté, je dirais, de la barrière, en sautant du côté du privé, c'était une volonté. J'ai fait mon mémoire de master il y a très longtemps sur l'action des fondations françaises dans le domaine de l'art contemporain, pour voir ce que l'entreprise peut faire pour contribuer justement dans un territoire. Et ce qui m'intéressait beaucoup en arrivant à la Fondation, c'est que c'est une structure récente qui a célébré ses 5 ans en 2022. C'est une structure qui est localisée donc à Cognac, une petite ville de 18 000 habitants. Donc on arrive à Cognac en prenant un train jusqu'à Angoulême, 2 heures, et puis après un TER de 40 minutes, donc 3 heures porte-à-porte depuis Paris. Donc c'est un territoire un petit peu excentré. Et moi, je suis arrivée là en précisant aussi que mes 4 dernières années, je les ai passées à New York au service culturel de l'ambassade de France. Et c'était un choix délibéré de voir ce que je pouvais amener avec cette expérience-là dans un territoire on ne peut plus local. Et donc la fondation d'entreprise Martel m'intéressait parce que je pense que c'est assez rare d'arriver dans des endroits qui ont peu d'histoire et où en fait il y a beaucoup de choses à écrire encore. Vous dire aussi que la fondation d'entreprise, elle est née parce qu'il y avait un bâtiment. En fait, elle est installée dans une... Alors, je vais vous montrer des images, ça sera mieux, voilà. La fondation est installée donc dans ce grand bâtiment qui fait 5000 m² que vous voyez ici, qui est l'ancienne usine de mise en bouteille, qui s'est retrouvée... en fait, l'activité a été délocalisée à l'extérieur de la ville en 2005, et donc l'entreprise s'est dit, bon, c'est un bâtiment historique, construit en 1929, qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Sachant que Cognac n'est pas connu pour être un hub culturel. Par contre, Cognac est connu pour le liquide qui est produit sur place et qui amène beaucoup de richesse à ce territoire, ce qui est une véritable chance. Et bon, je ferai pas mal d'allers-retours par rapport à ça, parce qu'on parle beaucoup de campagne. Moi, ce que j'ai remarqué en arrivant là, et ce qui m'intéresse, en fait, c'est de réfléchir à une fondation qui est située. On est dans un territoire particulier, comment on travaille avec ce territoire-là, justement. Et qu'est-ce qui fait nécessité ? J'aime toujours repenser les systèmes. En tout cas, en arrivant dans cette fondation, vous dire aussi que cette fondation, elle a été rénovée au fil du temps. On n'est pas du tout une fondation Louis Vuitton, par exemple. Les plateaux que vous voyez d'année en année ont reçu des investissements différents. Et après 5 ans, on arrive avec une équipe de 6 personnes. Nous, on occupe les 2/3 du bâtiment, donc 3000 m². Au rez-de-chaussée, un espace d'exposition assez magistral de 900 m² que je vous montrerai juste ensuite. À l'étage, plus de 1000 m² d'ateliers, bois, verre et céramique.
Et ensuite encore un plateau au 2e étage de 700 mètres carrés, donc on est riche d'espace. Je passe sur le 3e qui est un petit espace de 400 mètres carrés qui revient à l'entreprise. Et puis après il y a nos bureaux et en haut il y a un rooftop avec un bar à cocktail qui est géré par la marque, hein, nous on s'en charge pas, et qui est un des principaux points d'attractivité dans la ville de Cognac puisqu'on a une vue à 360 degrés et un très beau panorama. Et en arrivant à la fondation, ce qui m'a intéressée évidemment, c'était qu'en fait, c'est un outil de production assez exceptionnel parce que c'est des ateliers qui ont été inaugurés il y a seulement quelques années. Et donc une capacité formidable pour les créateurs. Alors je vous montre les espaces ici. Ça, c'est l'espace d'exposition au rez-de-chaussée que vous voyez. Ici, vous voyez les ateliers du fer. 2e étage, voilà, les espaces d'exposition. Et du coup, en réfléchissant, en arrivant dans ce projet tout neuf, alors un projet très orienté art visuel par ma prédécesseur, avec aussi un souci de soutenir les savoir-faire, puisqu'il y a un lien évidemment, et faire du cognac, c'est aussi un savoir-faire. J'ai réfléchi à comment on pouvait faire grandir ce projet dans un paysage français qui est très riche et très structuré, notamment dans le domaine de l'art contemporain. On a énormément de fondations, d'entreprises ou pas, qui sont investies dans le champ de l'art et qui soutiennent les artistes, et ils en ont besoin et c'est super. Énormément de résidences, de centres d'art, de FRAC, donc très bien. Un paysage donc déjà très investi. Le champ des savoir-faire, des métiers d'art est également très bien soutenu et de même, on en a bien besoin. Et donc, je me suis demandé aussi, nous, comment on se positionnait dans ce contexte-là. Et en fait, la proposition avec laquelle je suis arrivée, c'est de réorienter finalement la fondation à un endroit qui permette de croiser design et transition écologique. Pourquoi le design ? Parce qu'en fait, on part des métiers d'art et je pense qu'aujourd'hui, le design travaille énormément justement avec les savoir-faire. Et je pense que dans un contexte de crise écologique, il y a des outils formidables dans le champ du design, et je pense notamment au biodesign, au design écosocial, etc., dont on devrait s'emparer, qui doivent être davantage accompagnés, qui sont très peu visibles et encore très émergents, notamment en France. Je pense qu'on a du retard par rapport à d'autres pays, bon, les Pays-Bas évidemment, etc. Et ce que je note, c'est que c'est un secteur qui reste en effet peu soutenu. Il y a quelques institutions remarquables en France, mais en gros, on en compte 3, et avec nous, on arrivera peut-être à 5, mais c'est quand même, voilà. Et donc la proposition, parce que vraiment on est convaincu que la transition écologique il est impératif de renouveler nos imaginaires, aussi nos pratiques, et je pense que du coup la création a vraiment un rôle à jouer à cet endroit-là, et notamment les designers. Donc en fait la proposition, en se basant sur ce qu'on a déjà, c'est de devenir à la fois une plateforme professionnelle de recherche et d'expérimentation pour les designers, mais des designers qui sont dans une pratique engagée, une pratique, je parle souvent de design régénératif, c'est un terme qui est assez peu usité, en fait c'est une traduction de l'anglais, je ne l'invente pas, regenerative design, qui nous permet en fait d'englober pas mal de pratiques, donc qui vont du biodesign à l'éco-design, etc. Et également, puisqu'on est un endroit qui dispose d'un très bel espace d'exposition, devenir un lieu de public, de dialogue, de sensibilisation et d'apprentissage tourné vers le vivant. Alors, pourquoi ces deux orientations aussi ? Parce qu'on a des ateliers et un programme de résidence. Donc on est en capacité d'accueillir des créateurs dans nos murs. Donc l'idée, c'est de monter en puissance à cet endroit-là. Jusque-là, on accueillait 10 résidents créateurs par an pendant 1 mois, ce qui signifiait que techniquement on avait une personne toute seule au milieu de ces ateliers immaculés. Donc, donc le projet, c'est d'accueillir plutôt une vingtaine de créateurs par an, avec vraiment cette orientation auprès des designers qui en ont besoin et qui sont les parents pauvres dans le champ des arts visuels. Évidemment, ce qui m'intéresse avec le design, c'est que on n'est pas dans un silo, bien au contraire, on est toujours en dialogue avec des scientifiques, des penseurs, des chercheurs. Donc encourager vraiment la recherche en design. Et pour moi, l'ambition, c'est vraiment qu'à terme, les professionnels du design s'emparent de la fondation et qu'on devienne vraiment un lieu où de nouvelles formes, de nouvelles pensées puissent émerger. Ça, c'est une chose qu'on peut réaliser parce qu'on a ce programme de résidence et parce qu'on a ces ateliers. Et par ailleurs, je pense que comme on a ce grand espace d'exposition et aussi qu'en tant que fondation, on a la chance de bénéficier d'énormément de visibilité
alors qu'on a une histoire encore très récente. Je pense qu'on peut être une vitrine en fait de ces nouvelles pratiques, et c'est vraiment le projet, c'est de partager en fait avec le public local, national, international. Je pourrais y revenir. Voilà, partager tout ce qui est en train de se faire. Et ce qui demande à grandir finalement. À titre personnel, moi c'est quelque chose qui me donne de l'espoir, c'est qu'il y a peut-être des solutions à trouver à cet endroit-là. Donc ce que je vous décrivais, contexte de crise écologique, l'art design et la fondation qui s'engage pour l'avenir. Pourquoi aussi les résidences? Parce que nous, par notre localisation, je pense qu'on est idéalement aussi positionné pour intervenir sur ces sujets. Ce qui est assez intéressant, je trouve, avec l'activité du Cognac, moi c'est un territoire que j'ai découvert, c'est que finalement on est dans une production ultra locale, un AOC en l'occurrence. Le Cognac ne peut pas être fait ailleurs que dans ce territoire déterminé, et c'est un produit qui génère du bénéfice en étant exporté à l'autre bout du monde. Donc je pense qu'on est vraiment au croisement aussi de problématiques ultra contemporaines, et qu'on devrait justement également s'en emparer. Un espace-temps favorable, puisqu'à Cognac on peut se concentrer, on n'est pas distrait, donc des conditions privilégiées de recherche. Bon, un petit schéma qui vous présente un petit peu l'ambition de l'endroit où on souhaite se placer, au croisement de donc, création, société, environnement. Et ça, j'y reviendrai après. La question que je me pose à chaque moment, en fait, même d'écriture du projet, c'est la question de la nécessité, parce que je pense qu'on est dans une époque maintenant où on ne pourra plus tout avoir, et donc qu'est-ce qui fait vraiment nécessité, d'où le choix d'aller à l'endroit du design, parce qu'il me semble qu'il y a un besoin, donc toujours la question du besoin aussi qui préside au choix. Et le premier projet qu'on va ouvrir est vraiment parti d'un besoin, c'est-à-dire que notre ligne rouge, ou fil rouge, ou peut-être fil vert d'ailleurs, c'est de se dire, puisqu'on est situé dans un territoire, les résidents, les créateurs qui viennent nous voir, comment est-ce qu'ils dialoguent, enfin, comment est-ce qu'ils travaillent avec ce territoire, et comment est-ce qu'on, nous, après, en tant que fondation, on contribue à dynamiser ce territoire. C'est un territoire qui est déjà très dynamique, qui a ses problématiques. Et ce qui est très intéressant, c'est avant, j'habitais en ville, et on avait toujours cette dichotomie, la ville et la campagne. Et maintenant, je me rends compte qu'il y a plein de ruralités, en fait, et plein de situations également. Donc, j'ai l'impression d'affiner aussi au fur et à mesure, et du fait que je me suis implantée là-bas et que je suis entrée dans ce projet-là. En tout cas, le premier projet, c'est de se dire, on souhaite que les résidents qui viennent nous voir voilà, contribuent à travailler avec le territoire. Mais pour ça, il faut le connaître. Et le constat, c'était qu'en fait, on a une connaissance très partielle. On avait quelques contacts d'artisans par-ci, par-là. Et puis, on sait que l'industrie du cognac génère quelques déchets, etc. Mais c'était complètement insuffisant. Et donc, du coup, j'ai missionné Olivier Péricot, qui est designer, chercheur, qui était commissaire de la 10e Biennale de Saint-Étienne, à la Cité du Design, qu'il a quitté récemment, pour conduire une enquête, en fait, sur le territoire. Alors déjà, déterminer quel est notre territoire, une méthodologie de travail visant à identifier quelles sont les ressources sur ce territoire dont un designer pourrait ou devrait s'emparer. On a réuni une petite équipe que vous verrez sur les photos ensuite, de jeunes designers. On a Valentin Patis qui sort de la Design Academy d'Eindhoven et qui est lui-même qui vient de la viticulture en Champagne, donc c'est assez intéressant qu'ils connaissent aussi ça. Il a travaillé notamment sur la question de la pollution des sols. Lola Carrel qui elle est davantage historienne du design. Mathilde Pelé qui a elle aussi d'ailleurs qui vient aussi de la viticulture d'une autre manière. Et puis Ernesto Rosa qui est davantage dans la théorie. Et cette équipe, en des temps un peu records, hein, et c'est vraiment le début d'un projet, a vraiment été explorer le territoire. Donc au final, on arrive sur le territoire des deux Charentes, Charente et Charente-Maritime. Il se trouve que Cognac est vraiment à la frontière entre ces deux départements. Pour voilà, identifier quelles sont les ressources. Donc c'est un projet qui va se déplier sous forme d'exposition qui ouvrira fin juin, qui sera en fait vraiment un socle et une base pour les années à venir et les résidents qui suivront. Donc c'est une exposition parce qu'on a aussi beaucoup de... Enfin, l'été est vraiment le moment, le pic de fréquentation, donc il y a l'attente que l'on montre des choses. Mais pour moi, l'objectif, c'est vraiment de constituer un outil, finalement, une base de travail. Donc dans l'exposition qui ouvrira, la 3e portion,
on va la conserver. Et ça va devenir un laboratoire, petite agence de recherche. On constitue une sorte d'archive vivante qui sera amenée à se compléter et qui fait qu'aussi on évitera d'avoir toujours cette déperdition de la mémoire, parce que très souvent, un résident vient, il a son projet et puis il repart avec, et puis c'est fini. Et puis éventuellement, peut-être qu'on conserve une œuvre, des photos, mais voilà. C'est aussi le système de l'art qui fait que l'activité, on a des personnes qui sont isolées. Mais là, la proposition, c'est plutôt d'être dans un savoir cumulatif à la manière des sens durs finalement, et de se dire voilà, ceux qui sont venus ont expérimenté, il y a peut-être des choses aussi qui n'ont pas marché, et donc comment on conserve tout ça et comment ça peut constituer un socle. Donc voilà le projet. Alors là je vous partage quelques images. Ils ont beaucoup utilisé de post-it. Finalement, le projet s'est vraiment déroulé le long de la Charente. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est de se rendre compte qu'ils ont été à l'amont de la Charente et jusqu'à l'estuaire. Et c'est de voir à quel point nous, dans le petit territoire du Cognacet, on peut avoir une influence en aval, par exemple, et comment les territoires, on parle toujours de territoire avec une identité, une activité, mais en fait comment les territoires ont des influences les uns sur les autres aussi. Et ça c'est quelque chose qu'on va travailler, on n'en a pas parlé, mais avec le postmaster de l'ENSAD, qui est installé à Nontron, à 1h30 de Cognac, qui est une expérimentation pour justement voir ce que le design peut apporter de manière très appliquée dans un territoire rural. Donc on est en dialogue. On les accueillera. On aura d'ailleurs un petit module dans l'exposition qui permettra de présenter. Donc c'est une expérimentation qui est dans sa 2e année. Donc présenter le résultat de ce qui se passe dans ce territoire voisin. Voilà. En tout cas, moi, la question de la circulation, justement, sur les territoires m'intéresse beaucoup. Et ce dont on parlait avec l'équipe de Nontron, c'était comment on peut peut-être faire tâche d'huile, parce qu'il se trouve qu'à l'initiative d'Emmanuel Tiblou, le directeur de l'ENSAD, il y a également une manifestation dont je parle souvent parce que pour moi elle a été vraiment source de réflexion à un moment où j'écrivais encore le projet. À Meisenthal s'est réuni fin septembre de nombreuses institutions, ce sont des petites structures, mais qui existent depuis un certain temps, très investies dans la création dans les territoires. C'était un moment vraiment de présentation des différentes expérimentations. Et sur la base de ça, peut-être un réseau verra le jour. En tout cas, il y a eu une déclaration, elle s'appelle la déclaration de Meisenthal, posant justement la base de tout ça. Et on est en train de réfléchir à quelle suite donner à ça. Il se trouve qu'on aura le plaisir d'accueillir l'acte 2 de la suite de Meisenthal. Donc c'est une initiative qui s'appelle Campagne Première, dans nos murs, au sein de l'exposition, en novembre prochain, pour continuer de dialoguer, se demander est-ce qu'on pose les bases d'un réseau. Pour le moment, on n'est même pas un réseau. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Qu'est-ce que ça nous apporte? Comment on avance sur ces sujets-là? Et finalement, nous, la méthodologie dont je vais vous parler juste après, comment peut-être elle peut, sans prétention, mais peut-être d'autres institutions peuvent s'en emparer, et comment nous, ce que l'on opère à l'endroit des 2 départements et des 2 Charentes, peut-être peut ensuite, on peut tendre le relais et faire tâche d'huile au fur et à mesure, et peut-être qu'à la fin, on aura couvert toute la France. Et donc l'idée, c'est d'identifier des ressources naturelles, industrielles, notamment des gisements de déchets, et des savoir-faire, ressources humaines. C'est quelque chose que j'ai omis de dire, mais qui est important. Et donc, peut-être, alors là, c'est tout frais, hein, je vous le livre un peu en direct, parce que le projet est en train de se monter. En termes de savoir-faire, on a donc identifié, alors c'était aussi un moyen de se connecter au territoire que d'envoyer ces designers, c'est pour pousser plein de portes et connaître des interlocuteurs avec lesquels potentiellement on pourrait travailler. Et l'idée aussi de travailler avec des entreprises était pour moi importante dans le sens où on est une fondation d'entreprise, et donc contrairement par exemple à un centre d'art ou un musée, on a un accès facilité à d'autres entreprises qui peuvent être des partenaires de l'entreprise à laquelle on est rattaché, etc. Et donc ça a très bien marché parce que c'est quand même un projet très expérimental. J'avais absolument aucune idée de la manière dont ça serait reçu. Les portes ne sont pas forcément ouvertes. Et finalement, on a plutôt vu un engouement. Donc à l'heure actuelle, on est plutôt à constituer des listes, un petit peu à prendre des contacts. Donc peut-être une liste à l'après-vert. Bah, voilà, on a du packaging. On a découvert qu'il y a deux entreprises qui font des baby-foot en France, et une des 2 entreprises est toute proche de chez nous. On a évidemment la fabrication de tonneaux, la viticulture, l'ostréiculture, une activité de recyclage, du gypse. Voilà, on regarde aussi les sols, la géologie, chaudronnerie, fabrique d'alambic, le cirage.
des artisans remarquables, alors ébénistes, fabricants d'art, couteliers, selleries, cuisiniers, paysagistes, permaculteurs, plongée sous-marine sur épave, en rivière et archéologie. Quelques images. Donc là, vous voyez ce qui a été collecté. Et puis sur les matériaux, parce que du coup, moi, c'est vraiment un endroit qui m'intéresse, c'est comment des savoir-faire, peut-être vernaculaires, peuvent être réutilisés par des designers pour transformer en fait des matériaux qui sont des gisements dont on ne fait rien et qui pourraient nous être utiles. Et donc nous, par exemple, là où on trouve des coquilles d'huîtres, des poches d'huîtres, des coquilles de noix, du sel, de la laine brute sous différentes formes, de la tuile, des disques de porcelaine pollués, des sarments de vigne, de nouveau le gypse, du chêne, des charentaises, voilà, de la corde, châtaignier, chaudronnerie, vinasse. Et donc tous ces éléments-là, on va les réunir dans cette exposition. Et l'idée ensuite, ça va être de continuer d'inviter des designers à venir nous aider à transformer ces matériaux. Donc l'exposition qui ouvrira, si vous venez la visiter, fin juin, c'est vraiment un état des lieux. Et à partir de septembre, on va inviter des designers à venir travailler. Et donc voilà, on pose vraiment les bases d'un projet de long terme. Voilà, là vous voyez Olivier Péricot qui nous présente un petit peu le tracé. La slide n'est pas au bon endroit. Toc. Donc globalement, je ne vais peut-être pas vous faire toute la présentation, mais quelque chose qui me semble aussi très important dans le projet, c'est évidemment de ne pas travailler seul, c'est ce que vous mentionniez. Nous, on apporte quelque chose, il y a d'autres structures qui amènent d'autres compétences, d'autres sources. Donc c'est travailler et développer un maximum les partenariats. Un exemple très concret, on a développé un segment de ce que j'appelle mécénat de production, qui fait qu'une institution qui inviterait un artiste pour un projet peut venir vers nous en nous disant est-ce que vous pouvez nous aider pour la production. Donc nous on valorise en fait en nature notre capacité de production. Donc ça c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Très prochainement on va également expérimenter autre chose. Le théâtre de Cognac invite un architecte franco-afghan qui s'appelle Feda Wardak, qui a travaillé avec les ateliers Médicis, qui travaille notamment sur les systèmes d'irrigation, qui va venir travailler sur la Charente qui est notoirement polluée. Et le projet, c'est de créer une petite une maison sur l'eau, qui sera une sorte d'agora flottante où il y aura une programmation culturelle ou pas culturelle. La question d'ailleurs de la gouvernance de ce lieu flottant reste posée. Et comme l'avant-scène cherchait un espace de production, on leur a ouvert notre espace d'exposition du rez-de-chaussée, puisqu'il est inoccupé à l'heure actuelle, pour accueillir le chantier qui sera également ouvert au public et expliquer aussi le process. Moi, c'est quelque chose qui me semble hyper important, partager avec le public. Voilà. Je ne vais peut-être pas être plus longue, mais ça vous donne une petite idée de ce qu'on essaye de mettre en place au sein de la Fondation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la fois pour cette présentation, mais aussi pour les 3 présentations, puisqu'on voit bien que la diversité des approches, la diversité des méthodes et la diversité des publics, finalement, qui sont mises en œuvre. Moi, je retiendrai juste, il n'y a pas que ça à retenir, mais un des éléments qui m'a intéressé, c'est la notion de contamination. C'est vrai qu'on ne doit plus être dans une logique d'enfermement, mais plutôt dans une logique d'ouverture qui permet justement de contaminer, de se contaminer joyeusement. Alors, après le Covid, évidemment, je fais exprès, mais je crois que la contamination a du bon, si, on peut le dire. Et en tout cas, voilà, vous êtes un des organismes contaminateurs, si je peux dire. En design, évidemment. J'espère que l'enthousiasme aussi sera... Alors, y a-t-il des questions ? Même ici, hein, vous avez le droit à des questions à la table. Hein. Tu avais une question ? Non. Ah. Oui, un micro, on apporte un micro. Oui, merci pour la présentation. Et je voulais savoir comment vous sélectionnez les créateurs, les designers qui peuvent avoir accès à vos programmes et à vos opportunités d'exposition, de travail, de recherche.
Ouais, bah, y a 2 modalités. Un appel à candidature qui va sortir normalement au mois de juin, qu'on est en train de réécrire justement en lien avec l'exposition. L'exposition s'intitulera Almanach avec un sous-titre. Donc ce sera des résidences Almanach où vraiment les personnes candidatent parce qu'ils ont envie de travailler avec nous sur ce territoire. Après, il y a aussi des invitations parce qu'il y a des personnes qu'on estime des interlocuteurs avec lesquels on a envie de travailler, dont on connaît aussi l'engagement. Donc c'est vraiment 2 manières. Après, on peut aussi recevoir des propositions spontanées. Moi, au sein de la Fondation, je trouve qu'on a la chance d'être libre et donc je tiens à rester le plus flexible. Donc on essaye toujours de répondre aux sollicitations quand elles rentrent dans la ligne aussi du projet. Voilà. Merci. Une autre question ? Est-ce qu'il y a un réinvestissement, vous en avez parlé très rapidement, le réinvestissement des métiers traditionnels du cognac, vous avez parlé des tonneliers, qui est un métier, si ce n'est en perdition, mais en tout cas qui a des problématiques de recrutement, mais évidemment les alambiquiers, je sais pas si chaudronnerie peut-être. Chaudronnerie, oui, un peu plus juste. Oui, est-ce que j'imagine qu'il y a non pas un impératif, mais aussi ce souci de ces métiers-là, comment ils peuvent être interrogés ou comment ils peuvent être utiles dans la connaissance d'une approche territoriale ? Bah, c'est vrai que nous, on a beaucoup cette approche par les matériaux, en fait, finalement, et par le geste. La dynamique, et moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de se dire comment, je me répète un peu, mais comment on peut construire un avenir qui est résilient et durable en employant justement des techniques précédentes. Donc c'est pour ça qu'on souhaite travailler avec des designers qui, je pense, ont aussi la capacité peut-être d'aller chercher des ressources à peut-être davantage d'endroits, qui ne sont pas dans l'intelligence de la main, mais qui sont une sorte d'intelligence de la coopération aussi. Donc c'est comment on peut... Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ces pratiques peuvent évoluer et s'adapter aussi au temps et à ce que l'on vit à l'heure actuelle. Parce que je dis toujours un peu en caricaturant, mais à la fin, c'est bien l'excellence de la main, mais si la planète est complètement grillée, bon, bah, y a plus rien du tout, quoi. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment on peut faire muter et s'inspirer, en fait, de choses qui nous précèdent, parce qu'il y a des choses remarquables, et comment elles peuvent adresser des nouveaux matériaux et des nouveaux enjeux, en fait. Une question ? On s'arrête là. Bon, on va s'arrêter là. Merci infiniment aux 3 intervenants qui ont vraiment fait un panorama de ce qui existe. Et je vous souhaite une bonne soirée.